pensée et libérera le pouvoir caché dans les profondeurs de votre être. Aujourd'hui, nous plongeons dans les pages d'un classique immortel, une œuvre qui a guidé des millions d'âmes vers la réalisation de leurs rêves les plus audacieux. Je vous présente La pensée précise de Napoléon Hill, un chef-d'œuvre qui distille l'essence de la pensée et de l'action ayant façonné les destins des grands réussisseurs de notre histoire. Imaginez un instant que nous sommes dans une bibliothèque ancienne, enveloppée par la pénombre, avec le doux crépitement des livres et le murmure des secrets du passé qui nous entourent. Napoléon Hill, un visionnaire ayant décodé les mystères du succès, devient notre guide dans cette odyssée de découverte de soi et de pouvoir mental. Au cours de cette aventure, vous découvrirez que la pensée n'est pas simplement une étincelle éphémère, mais une force puissante capable de façonner le destin. Hill, avec son style inimitable, révèle comment chaque pensée est une graine, attendant de germer et de fleurir dans un jardin de réalisation et de grandeur. Chaque mot, chaque principe exposé est une clé maîtresse qui déverrouille les mystères du succès et de la prospérité. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'esprit devient l'architecte de votre réalité. Dès les premières pages, un plan secret se dévoilera devant vous, une guide vers la maîtrise de la pensée précise. La pensée précise n'est pas seulement un livre, c'est une porte vers un royaume de possibilités infinies. À travers les leçons de Hill, vous apprendrez à transformer chaque défi en opportunité et chaque doute en certitude. Alors, avec chaque chapitre, avec chaque idée révélée, laissez la magie de la pensée précise éclairer votre chemin. Écoutez attentivement, absorbez la sagesse et laissez ce chef-d'œuvre de Napoléon Hill réveiller le géant endormi en vous. Astérisque, commençons cette aventure de transformation et de découverte. Bienvenue dans la pensée précise. Dans la pensée précise, on peut pardonner le fait de suggérer à ses amis de contacter les besoins que l'on a. Cependant, il faut veiller à ne pas leur demander directement de l'aide si l'on souhaite conserver leur amitié. Vous pouvez le faire si vous pensez en être capable. C'est à la fois le choix le plus important, le plus intéressant et le plus difficile à présenter dans tout ce cours sur la loi du succès. Il est important parce qu'il traite d'un principe qui traverse tout le cours. Il est difficile à présenter car il emmènera l'étudiant au-delà des limites de ses expériences courantes, dans un royaume de pensée dans lequel il n'a pas l'habitude de résider. À moins d'étudier cette leçon avec un esprit ouvert, vous passerez à côté de la pierre angulaire pour construire l'arc de secours, et sans cette pierre, vous ne pourrez jamais compléter le temple du succès. Cette leçon vous apportera une conception de la pensée qui peut vous mener bien au-delà du niveau atteint par les processus évolutifs. Pour cette raison, vous ne devez pas être déçu si vous ne la comprenez pas entièrement dès la première écoute. La plupart d'entre nous ne croient pas ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Compte tenu de cette tendance humaine, je vous préviens de ne pas fermer votre esprit si vous ne comprenez pas tout le contenu de cette leçon dès la première écoute. Pendant des milliers d'années, les hommes ont construit des bateaux en bois et rien d'autre, car ils croyaient que c'était la seule substance capable de flotter. Mais c'était parce qu'ils n'avaient pas encore avancé suffisamment dans leur processus de pensée pour comprendre que l'acier peut également flotter et qu'il est bien supérieur au bois pour la construction de bateaux. Jusqu'à il y a environ 25 ans, la plupart des hommes pensaient que seuls les oiseaux pouvaient voler, mais maintenant nous savons que l'homme ne peut pas seulement égaler le vol des oiseaux, mais le surpasser. Ils ne savaient pas que la parole prononcée voyagerait à travers l'espace à la vitesse de l'éclair sans l'aide de câbles. Comment auraient-ils pu le savoir si leurs esprits ne s'étaient pas suffisamment développés pour leur permettre de le comprendre? Le but de cette leçon est de vous aider à déployer et à étendre votre esprit afin que vous puissiez penser avec précision, car ce déploiement vous ouvrira une porte menant à tout le pouvoir dont vous aurez besoin pour compléter votre temple du succès. Tout au long des leçons précédentes de ce cours, vous avez constaté que nous avons traité de principes que chacun pourrait saisir et appliquer facilement. Vous avez également observé que ces principes ont été présentés de manière à conduire au succès mesuré par la richesse matérielle. Cela semblait nécessaire car, pour la plupart des gens, le mot succès et le mot argent sont synonymes. De toute évidence, les leçons précédentes de ce cours étaient destinées à ceux qui voient les choses mondaines et la richesse matérielle comme tout ce qu'il y a dans le succès. Présenter la question autrement aurait déçu la majorité des étudiants de ce cours s'il leur montrait un chemin vers le succès qui ne passait pas par les portes des affaires, des finances et de l'industrie. En effet,
Il est de notoriété publique que la plupart des hommes veulent que chaque lettre du mot succès brille de l'éclat de l'argent. Très bien, laissons ceux qui sont satisfaits de cette norme de succès la voir. Mais il y en a certains qui voudront monter plus haut dans l'échelle à la recherche d'un succès mesuré par d'autres normes que matérielles, et c'est à leur bénéfice que cette leçon et les suivantes sont destinées. La pensée implique deux principes fondamentaux que tous ceux qui s'y adonnent doivent observer. Tout d'abord, pour penser avec précision, il faut séparer les faits de la simple information. Il y a beaucoup d'informations disponibles qui ne sont pas basées sur des faits. Ensuite, il faut séparer les faits en deux catégories, les pertinents et les non pertinents. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez penser avec clarté. Tous les faits qui ne peuvent pas être utilisés pour atteindre l'objectif principal défini sont pertinents. C'est la négligence de certains à faire cette distinction qui implique l'abîme qui sépare les personnes qui semblent avoir une capacité égale et qui ont eu des opportunités égales. Sans quitter votre propre cercle de connaissances, vous pouvez pointer une ou plusieurs personnes qui n'ont pas eu plus d'opportunités que vous et qui ne semblent pas avoir plus de capacités que vous, mais qui réussissent beaucoup mieux. Vous vous demanderez pourquoi. Cherchez avec diligence et vous découvrirez que toutes ces personnes ont acquis la bonne habitude de combiner et d'utiliser les faits importants qui leur permettent de faire leur meilleur travail. Peut-être travaillent-elles moins que vous et avec plus de facilité grâce à avoir appris le secret de séparer les faits importants de ceux qui ne le sont pas. Elles se sont dotées d'une sorte de point d'appui et de levier avec lesquels elles peuvent déplacer avec leurs petits doigts des charges que vous ne pouvez pas déplacer avec tout le poids de votre corps. La personne qui acquiert l'habitude d'être attentive à tous les faits importants avec lesquels elle construit son temple du succès se dote d'un pouvoir que l'on peut comparer à un marteau capable de frapper 10 tonnes, contrairement à celle qui est distraite et qui serait comparable à un marteau ne servant qu'à enfoncer des clous. Si ces analogies semblent élémentaires, il faut tenir compte du fait que certains élèves de ce cours n'ont pas encore développé la capacité de penser en termes plus compliqués. Essayer de les y obliger reviendrait à les laisser irrémédiablement en arrière. Pour comprendre l'importance de distinguer entre les faits et la simple information, étudiez ce type d'homme qui se laisse entièrement guider par ce qu'il entend, celui qui se laisse influencer par les ragots, qui accepte sans analyse tout ce qu'il lit dans les journaux et qui juge les autres par ce que leurs ennemis et concurrents disent d'eux. Cherchez dans votre cercle de connaissances et choisissez une personne de ce type comme exemple à garder à l'esprit en traitant ce sujet. Observez que cet homme commence souvent sa conversation par des termes comme « je vois dans les journaux » où on dit. Le penseur précis sait que les journaux contiennent souvent plus de fausseté que de vérité. Si vous n'avez pas encore surmonté ces faiblesses, il vous reste du chemin à parcourir avant de devenir un penseur affûté et précis. Bien sûr, plusieurs vérités et de nombreux faits voyagent sous l'apparence de ragots et de rapports journalistiques, mais le penseur précis n'acceptera pas tout ce qu'il voit et entend comme tel. C'est un point que je me sens obligé de souligner car il constitue les récifs sur lesquels tant de gens échouent et coulent, des faits dans un océan de fausses conclusions. Dans le domaine de la procédure judiciaire, il existe un principe appelé loi de la preuve. L'objet de cette loi est d'atteindre les faits. Tout juge pourrait faire le nécessaire pour obtenir les informations des parties concernées et ainsi avoir les preuves sur lesquelles baser son jugement. Mais cela pourrait causer des ravages chez des personnes innocentes. Il contourne la loi de la preuve et arrive à une conclusion ou un jugement basé sur des informations de seconde main. C'est un point crucial et important dans cette leçon. Par conséquent, je souhaite m'assurer que vous ne le passez pas sous silence. Beaucoup d'hommes confondent, consciemment ou non, l'expérience avec le fait. Ils font une chose ou s'abstiennent de la faire uniquement en pensant à leur propre intérêt sans considérer si cela interfère avec les droits des autres. Aussi regrettable que cela puisse être, il est vrai que la plupart des pensées actuelles, loin d'être précises, sont basées sur le seul fondement de la commodité. Il est étonnant pour l'étudiant le plus avancé de la pensée précise de constater combien de personnes agissent de manière honnête lorsque cela leur est avantageux, mais trouvent une multitude d'excuses pour justifier des comportements malhonnêtes lorsque cela semble être le chemin le plus avantageux. Sans doute, vous connaissez des personnes qui agissent ainsi. En revanche, le penseur précis adopte une norme à laquelle il se tient en tout temps, que cela soit à son avantage immédiat ou le conduise parfois à travers des champs de désavantage. Il s'occupe des faits, indépendamment de la manière dont ils affectent ses propres intérêts, car il sait qu'en fin de compte, cette politique le mènera au sommet, atteignant son objectif principal défini dans la vie.
Il comprend la solidité de la philosophie que le vieux philosophe avait en tête lorsqu'il a dit « Il y a une roue sur laquelle tourne le destin des hommes. Son mécanisme est tel qu'il empêche qu'un homme soit toujours chanceux. » Le penseur précis suit la norme, que cela lui apporte un bénéfice ou un désavantage, car en tant que penseur précis, il sait que par la loi des moyennes, il récupérera largement à un moment futur ce qu'il perd en appliquant sa norme à son propre détriment temporaire. Vous pourriez aussi commencer à comprendre qu'il faut un caractère inébranlable pour devenir un penseur précis, car vous pouvez voir que c'est là que nous mène le raisonnement de cette leçon. Il est indéniable que la pensée précise entraîne un certain préjudice temporaire, mais bien que cela soit vrai, la récompense en général est plus grande que le sacrifice ne le justifie. Dans la recherche des faits, il est nécessaire d'examiner soigneusement les preuves présentées ainsi que la personne dont elles proviennent. Lorsque les preuves sont de telle nature qu'elles affectent le témoin qui les fournit, il y aura des raisons de les examiner avec plus d'attention, car les témoins qui ont un intérêt dans les preuves qu'ils présentent cèdent souvent à la tentation de les colorer et de les pervertir pour protéger cet intérêt. Si un homme calomnie un autre, ses commentaires doivent être acceptés avec précaution s'ils ont une quelconque pertinence, car il est courant que les hommes ne trouvent que du mal chez ceux qu'ils n'aiment pas. L'homme qui a atteint un degré de pensée précise qui lui permet de parler de son ennemi sans exagérer ses défauts et sans minimiser ses vertus est l'exception et non la règle. Certains hommes très capables n'ont pas encore surmonté cette habitude vulgaire et autodestructrice de dénigrer constamment leurs ennemis et concurrents. Je souhaite attirer votre attention sur cette tendance courante avec le plus grand accent possible, car c'est une tendance fatale pour les penseurs réussis. Avant de pouvoir devenir un penseur réussi, vous devez comprendre et tenir compte du fait qu'au moment où un homme ou une femme commence à assumer le leadership dans n'importe quel domaine de la vie, les calomniateurs commencent à faire circuler des rumeurs. Peu importe la bonté du caractère d'une personne ou le service qu'elle rend au monde, elle ne peut échapper à l'attention de ces personnes malveillantes qui se délectent de détruire plutôt que de construire. Quand Woodrow Wilson est revenu de Paris avec ce qu'il croyait être un plan solide pour abolir la guerre et résoudre les disputes internationales, tous, à l'exception des penseurs de succès, auraient pu croire, en lisant les rapports des on-dit, qu'il était une combinaison de Néron et de Judas Iscariote. Les politiciens bon marché, les politiciens payés par des intérêts particuliers et les simples ignorants qui ne pensaient pas par eux-mêmes se sont joints à ce puissant cœur dans le but de détruire le seul homme dans l'histoire du monde à avoir proposé un plan pour abolir la guerre. Les calomniateurs ont tué Wilson autant que Jardine avec des mensonges ignobles. Ils ont fait de même avec Lincoln, mais d'une manière quelque peu plus spectaculaire en incitant un fanatique à accélérer sa mort avec une balle. La politique et le gouvernement ne sont pas les seuls domaines où le penseur de succès doit se méfier du cœur des « on-dit ». Dès qu'un homme commence à se faire remarquer dans le domaine de l'industrie ou des affaires, ce cœur s'active. Et si un homme fabrique une meilleure souricière que son voisin, le monde se frayera un chemin jusqu'à sa porte, non pas pour l'éloger mais pour condamner et détruire sa réputation. Le défunt John H. Patterson, président de la National Cash Register Company, est un exemple notable de ce qui peut arriver à un homme qui construit une caisse enregistreuse meilleure que celle de son voisin. Cependant, dans l'esprit du penseur de succès, il n'y avait pas la moindre preuve pour soutenir les rapports vicieux que les concurrents de M. Patterson faisaient circuler à son sujet. Seule la vérité perdure, tout le reste disparaîtra avec le temps. L'objectif de ces références n'est pas de louer ceux qui n'ont pas besoin d'être loués, mais d'attirer votre attention sur le fait que les preuves basées sur des rumeurs sont toujours sujettes à un examen plus strict, et encore plus lorsqu'elles sont de nature négative ou destructrice. Il ne peut pas être préjudiciable d'accepter comme fait une preuve de oui-dire qui soit constructive. En revanche, si l'on accepte une preuve qui déstabilise radicalement, elle doit être soumise à l'examen le plus minutieux possible, en vertu des moyens disponibles pour appliquer la loi de la preuve. En tant que penseur de succès, c'est votre privilège, et vous devez tirer parti des faits, même si vous devez vous écarter de votre chemin pour les obtenir. Si vous vous laissez emporter d'un côté à l'autre par tout type d'information qui vous parvient, vous ne deviendrez jamais un penseur infaillible. Et si vous ne pensez pas avec précision, vous ne pouvez pas être sûr d'atteindre votre objectif principal dans la vie. Beaucoup d'hommes sont tombés en échec parce qu'en raison de leurs préjugés et de leur haine, ils ont sous-estimé les vertus de leurs ennemis ou de leurs concurrents. Les yeux du penseur de succès voient les faits, non les délires des préjugés, de la haine et de l'envie.
Un penseur doit être quelque chose comme un bon sportif, dans le sens où il est suffisamment équitable pour rechercher les vertus et les défauts chez les autres personnes, car il n'est pas difficile de supposer que tous les hommes possèdent quelque part chacune de ces qualités. Ceci doit être la devise du penseur précis. Je ne peux pas tromper les autres, ni me tromper moi-même. Supposant que ces indications soient suffisantes pour que l'on perçoive l'importance de rechercher les faits jusqu'à être raisonnablement sûr de les avoir trouvés, abordons la question de l'organisation, de la classification et de l'utilisation de ces faits. Regardez une fois de plus dans le cercle de vos propres connaissances et trouvez une personne qui semble accomplir plus avec moins d'efforts que n'importe lequel de ses pairs. Étudiez cet homme et observez qu'il est un stratège dans le sens où il a appris à organiser les faits de manière à tirer parti de la loi des rendements croissants, que nous avons décrite dans une leçon précédente. L'homme qui sait qu'il travaille avec des faits aborde sa tâche avec un sentiment de confiance en soi qui lui permet de s'abstenir de comparer, de critiquer ou d'attendre pour s'assurer de défendre son terrain. Il sait à l'avance quel sera le résultat de ses efforts. Par conséquent, il avance plus rapidement et accomplit plus que l'homme qui doit tâtonner parce qu'il n'est pas sûr de travailler avec des faits. L'homme qui a appris les inconvénients de la recherche de faits comme base de sa pensée a déjà fait un grand pas vers le développement d'une pensée réussie. Mais l'homme qui a appris à séparer les faits pertinents des faits non pertinents est allé encore plus loin. Ce dernier peut être comparé à l'homme qui utilise un marteau spécial qui est efficace dès le premier coup, tandis que le premier serait le marteau qu'il faut frapper plusieurs fois pour atteindre son objectif. Analysons brièvement quelques hommes qui se sont occupés des faits importants ou pertinents de leur œuvre vitale. Si ce cours n'était pas destiné à répondre aux besoins pratiques des hommes et des femmes du monde du travail actuel, nous remonterions aux grands hommes du passé, Platon, Aristote, Épictète, Socrate, Salomon, Moïse et Christ, et nous attirerions l'attention sur leur habitude de traiter les faits. Cependant, nous pouvons trouver des exemples plus proches de notre génération qui serviront mieux à notre propos dans ce contexte précis. Étant donné que cette époque considère l'argent comme la preuve la plus concrète du succès, étudions un homme qui a accumulé presque autant d'argent que n'importe qui d'autre dans l'histoire du monde, John D. Rockefeller. Monsieur Rockefeller a une qualité qui brille comme une étoile au-dessus de toutes ses autres qualités, son habitude de ne traiter que les faits pertinents liés à l'œuvre de sa vie. Très jeune et très pauvre, Monsieur Rockefeller a adopté comme objectif principal l'accumulation de richesses. Mon propos n'est pas de discuter des méthodes de Monsieur Rockefeller pour accumuler sa fortune, mais plutôt d'observer que sa qualité la plus prononcée était son insistance sur les faits comme base de sa philosophie commerciale. Certains disent que Monsieur Rockefeller n'a pas toujours été juste avec ses concurrents. Cela peut être vrai ou non, mais personne, pas même ses concurrents, n'a jamais accusé M. Rockefeller de tirer des jugements hâtifs ou de sous-estimer la force de ses concurrents. Non seulement il reconnaissait les faits qui affectaient son entreprise, mais il s'efforçait de les chercher jusqu'à être sûr de les avoir trouvés. Thomas Edison est un autre exemple d'un homme qui a atteint la grandeur grâce à l'organisation, la classification et l'utilisation des faits pertinents. M. Edison travaille avec les lois naturelles comme principale aide. Il doit donc être sûr de ses faits avant de pouvoir tirer parti de ces lois. Chaque fois que vous appuyez sur un bouton et allumez une lumière électrique, rappelez-vous que c'est la capacité de M. Edison à organiser les faits pertinents qui l'a rendu possible. Chaque fois que vous écoutez un phonographe, souvenez-vous que M. Edison est l'homme qui l'a réalisé grâce à son habitude persistante de traiter les faits pertinents. Dans le domaine de la science, les faits pertinents sont les outils avec lesquels les hommes et les femmes travaillent. Les simples informations ou les preuves de oui-dire n'ont aucune valeur pour M. Edison. S'il l'avait fait, il aurait pu perdre sa vie à travailler avec elle comme le font des millions de personnes. Les preuves de oui-dire ou les opinions n'auraient jamais pu produire la lumière électrique incandescente, le phonographe ou le cinéma, et si elle l'avait fait, le phénomène aurait été un accident. Dans cette leçon, nous essayons de préparer l'étudiant à éviter les accidents. La question qui se pose maintenant est de savoir ce qui constitue un fait important et pertinent. La réponse dépend entièrement de ce qui constitue votre objectif principal dans la vie, car un fait important et pertinent est ce qui peut être utilisé sans interférer avec les droits des autres dans la poursuite de cet objectif. Vous pourriez vous efforcer d'organiser, de classer et d'utiliser des faits non pertinents, mais je vous assure que vous n'y parviendrez guère. Jusqu'à présent, nous n'avons discuté qu'un seul facteur de la pensée précise,
celui qui est basé sur le raisonnement déductif. Peut-être que c'est à ce stade que certains des étudiants ne sont pas familiers. Parce que nous arrivons maintenant à la discussion de la pensée qui fait beaucoup plus que rassembler, organiser et combiner les faits, appelons cette pensée créative. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi on l'appelle pensée créative, il est nécessaire d'étudier brièvement le processus d'évolution à travers lequel l'homme pensant a été créé. L'homme pensant a longtemps cheminé sur la voie de l'évolution. En utilisant les mots du juge T. Troward dans la Bible, mystère et signification, l'homme est le sommet de la pyramide évolutive, et cela par une séquence nécessaire. Étudions l'homme pensant à travers les 5 niveaux évolutifs par lesquels sont passés les êtres vivants, en commençant par le plus bas. Le niveau minéral. Ici, nous trouvons la vie sous sa forme inerte, comme une masse de substance minérale sans capacité de mouvement. Le niveau végétal. Ici, nous trouvons la vie sous une forme plus active, avec une intelligence suffisante pour recueillir des aliments, croître et se reproduire, mais toujours incapable de se déplacer. Le niveau animal. Ici, nous trouvons la vie sous une forme encore plus élevée et intelligente, avec la capacité de se déplacer d'un endroit à un autre. Le niveau de la personne humaine pensante, où nous trouvons la vie sous sa forme la plus haute, parce que l'homme peut penser et parce que la pensée est la forme supérieure d'énergie organisée. Dans le royaume de la pensée, l'homme ne connaît pas de limitation. Il peut envoyer ses pensées aux étoiles avec la rapidité de l'éclair, rassembler des faits et les assembler en nouvelles et variées combinaisons, créer des hypothèses et les traduire en réalité physique, et raisonner de manière inductive et déductive. Puis vient la période spirituelle. À ce niveau, les formes inférieures de vie décrites dans les 4 périodes précédentes convergent et deviennent une infinité dans la nature. À ce stade, l'homme pensant s'est déployé, étendu et a grandi jusqu'à projeter sa capacité de penser dans une intelligence infinie. Jusqu'à présent, l'homme pensant n'est qu'un enfant dans cette 5e période, car il n'a pas appris à s'approprier pour son propre usage l'intelligence infinie appelée esprit. De plus, sauf rares exceptions, l'homme n'a pas encore reconnu la pensée comme le lien qui lui donne accès au pouvoir de l'intelligence éternelle. Ces exceptions ont été des hommes comme Moïse, Salomon, Christ, Platon, Aristote, Socrate, Confucius et un nombre comparativement restreint d'autres de leur genre. Depuis leur époque, nous avons eu beaucoup de ceux qui ont partiellement découvert cette grande vérité. Cependant, la vérité elle-même est aussi disponible maintenant qu'elle l'était alors. Pour faire usage de la pensée créative, il faut travailler en grande partie dans la foi, ce qui est la principale raison pour laquelle la plupart des gens ne se livrent pas à ce type de pensée. Le plus ignorant de la race peut penser en termes de raisonnement déductif en relation avec des affaires de nature purement physique et matérielle, mais aller un pas au-delà et penser en termes d'intelligence infinie est une autre question. L'homme moyen est totalement désorienté dès qu'il dépasse ce qu'il peut comprendre avec l'aide de ses 5 sens physiques. L'intelligence infinie n'agit à travers aucun de ses organes, ni ne pouvons-nous invoquer son aide par l'intermédiaire de ceux-ci. Comment alors peut-on s'approprier le pouvoir de cette intelligence? La réponse est à travers la pensée créative. Pour clarifier la manière exacte dont cela se fait, je vais maintenant attirer votre attention sur certaines des leçons précédentes de ce cours à travers lesquelles vous avez été préparés à comprendre la signification de la pensée créative. Dans la 2e leçon, et dans une certaine mesure dans pratiquement toutes les autres leçons qui ont suivi jusqu'à celle-ci, vous avez observé l'introduction fréquente du terme autosuggestion, qui est la suggestion que vous vous faites à vous-même. Eh bien, l'autosuggestion est la ligne télégraphique par laquelle vous pouvez enregistrer dans votre esprit subconscient une description ou un plan de ce que vous souhaitez créer ou acquérir sous forme physique. C'est un processus que vous pouvez apprendre à utiliser facilement. Le subconscient est l'intermédiaire entre l'esprit pensant conscient et l'intelligence infinie, et vous pouvez invoquer son aide en lui donnant des instructions claires sur ce que vous voulez. Ici, vous vous familiarisez avec la raison psychologique d'un objectif principal. Si vous n'avez pas encore vu l'importance de créer un objectif principal comme objet de votre travail, vous le ferez sans aucun doute avant que cette leçon soit maîtrisée. Sachant par ma propre expérience de débutant dans l'étude de ce sujet combien je comprenais peu de termes tels que subconscient, autosuggestion et pensée créative, j'ai pris la liberté tout au long de ce cours de décrire ces termes à travers toutes les analogies concevables afin que leur signification et le mode de leur application soient si clairs qu'aucun étudiant de ce cours ne puisse manquer de les comprendre.
Cela explique la répétition des termes que l'on observe tout au long du cours et en même temps, sert de guide pour les étudiants qui ont déjà suffisamment progressé pour comprendre le sens de nombreuses choses que le participant ne comprendra pas à la première lecture. Le subconscient a une caractéristique remarquable à laquelle je vous invite à prêter attention. Il enregistre les suggestions que vous lui envoyez par l'intermédiaire de l'autosuggestion et invoque la collaboration de l'intelligence infinie pour introduire ces suggestions sous leur forme physique naturelle par des moyens inhabituels qui ne sont en aucun cas extraordinaires. Il est important que vous compreniez cette phrase pour saisir l'importance de l'intelligence infinie, puisque vous pouvez y accéder par la volonté avec l'aide de la loi de la maîtrise mentale décrite dans la leçon introductive. Le subconscient a une autre caractéristique remarquable. Il accepte et agit sur toutes les suggestions qu'il reçoit, qu'elles soient constructives ou destructives, et qu'elles viennent de l'extérieur ou de votre propre esprit conscient. Par conséquent, vous pouvez voir combien il est essentiel pour vous d'observer la loi de l'envie et de suivre soigneusement les principes établis au début de cette leçon en sélectionnant ce qui va passer à votre subconscient par l'autosuggestion. Vous pouvez comprendre pourquoi il faut chercher diligemment les faits et pourquoi vous ne pouvez vous permettre le luxe de prêter une oreille réceptive aux calomniateurs. Pour faire une analogie, écouter ce genre d'individu équivaudrait à se nourrir de poison, ce qui serait catastrophique pour la pensée créative. L'esprit subconscient peut être comparé à la plaque sensible d'un appareil photo, où l'image de tout objet placé devant la caméra est enregistrée. La plaque de l'appareil photo ne choisit pas le type d'image qui sera enregistré sur elle, mais elle enregistre tout ce qui lui parvient à travers l'objectif. L'esprit conscient peut être comparé à l'obturateur qui bloque la lumière sur la plaque sensible, permettant que rien n'atteigne la plaque pour être enregistré sauf ce que l'opérateur souhaite. L'objectif de la caméra peut être comparé à l'autosuggestion, qui est le moyen de transférer l'image de l'objet à enregistrer sur la plaque sensible de la caméra, et l'intelligence infinie peut être comparée à celui qui révèle la plaque sensible après avoir enregistré une image, en transformant ainsi l'image en réalité physique. L'appareil photo ordinaire est un excellent instrument pour illustrer tout le processus de la pensée créative. Tout d'abord, il y a la sélection de l'objet à exposer devant la caméra, ce qui représente l'objectif principal défini dans la vie. Ensuite, il y a l'action réelle d'enregistrer un schéma clair de cet objectif à travers l'objectif de l'autosuggestion sur la plaque sensible du subconscient. C'est ici que l'intelligence infinie intervient et développe le schéma de cet objectif sous une forme physique appropriée. Le rôle que vous devez jouer est clair. Vous sélectionnez l'image que vous allez enregistrer, c'est-à-dire votre objectif principal défini, puis vous concentrez votre esprit conscient sur cet objectif avec l'intensité qui se communique avec votre subconscient à travers l'autosuggestion, et enregistrez cette image. Ensuite, commencez à observer et à attendre des manifestations de la réalisation physique du sujet de cette image. Gardez à l'esprit que vous ne devez ni vous asseoir en attendant, ni vous allonger en dormant dans l'espoir de vous réveiller pour trouver que l'intelligence infinie vous a comblé avec l'objet de votre objectif principal défini. Continuez comme d'habitude, en faisant votre travail avec une foi et une confiance totale, en croyant que les chemins et les moyens naturels pour atteindre l'objet de votre objectif s'ouvriront à vous en temps opportun et de manière appropriée. Il se peut que le chemin ne s'ouvre pas soudainement du premier au dernier pas, mais qu'il s'ouvre peu à peu. Par conséquent, lorsque vous avez l'occasion de faire le premier pas, faites-le sans hésiter et faites de même pour le deuxième, le troisième, et toutes les opportunités suivantes essentielles à la réalisation de votre objectif principal défini. L'intelligence infinie ne construira pas une maison pour vous et ne vous la livrera pas prête à emménager, mais l'intelligence infinie vous ouvrira le chemin et vous fournira les moyens nécessaires pour construire votre propre maison. L'intelligence infinie ne dira pas au caissier de votre banque de déposer une somme d'argent définie sur votre compte simplement parce que vous l'avez suggéré à votre subconscient, mais l'intelligence infinie vous montrera comment gagner ou emprunter cet argent et le déposer sur votre compte. L'intelligence infinie ne chassera pas le titulaire actuel de la Maison Blanche pour vous faire président à sa place, mais elle influencera probablement, dans les circonstances appropriées, pour vous préparer à occuper ce poste avec compétence, puis vous aidera à l'atteindre par les méthodes régulières. Ne comptez pas sur la réalisation de miracles pour atteindre l'objet de votre objectif principal défini. Faites confiance au pouvoir de l'intelligence infinie pour vous guider à travers les canaux et les lois naturelles pour l'atteindre. N'attendez pas que l'intelligence infinie vous apporte l'objet de votre but,
Attendez plutôt que l'intelligence infinie vous dirige vers cet objet. À mesure que vous devenez plus habile dans l'utilisation du principe de l'autosuggestion et développez à la fois la foi et la compréhension nécessaires pour sa réalisation rapide, vous pouvez définir un objectif principal et être témoin de sa concrétisation immédiate dans la réalité physique. La première fois que tu as essayé, tu n'as pas marché, mais maintenant, en tant qu'adulte, tu marches sans effort. Tu regardes également le petit enfant qui vacille en essayant de marcher et tu ris de ses efforts en tant que débutant. En utilisant la pensée créative, tu peux te comparer au petit enfant qui apprend à faire ses premiers pas, toujours présent avec le principe de l'évolution à travers lequel tout ce qui est physique tend éternellement vers le haut et cherche à compléter le cercle entre l'intelligence finie et l'infini. L'homme lui-même est l'exemple le plus élevé et remarquable du fonctionnement du principe de l'évolution. Tout d'abord, nous trouvons les minéraux de la Terre où il y a de la vie mais pas d'intelligence. Ensuite, à travers la croissance de la végétation, nous trouvons une forme de vie beaucoup plus élevée, dotée d'une intelligence suffisante pour se nourrir. Nous le trouvons ensuite dans le règne animal où il a un degré d'intelligence comparativement plus élevé, avec la capacité de se déplacer d'un endroit à un autre. Enfin, l'homme est élevé au-dessus des espèces inférieures du règne animal pour fonctionner comme une entité pensante avec la capacité de s'approprier et d'utiliser une intelligence infinie. Note que l'évolution n'a pas atteint cet état élevé d'un seul coup, mais a progressé à travers de nombreux processus. Garde cela à l'esprit et tu comprendras pourquoi tu ne peux pas attendre de manière statique que l'intelligence infinie contourne les lois naturelles et transforme l'homme du jour au lendemain en un réservoir de toute la connaissance et du pouvoir existant, avant qu'il ne soit préparé à les utiliser avec une intelligence supérieure à l'infini. Si tu veux un exemple juste de ce qui peut arriver à un homme qui acquiert soudainement le pouvoir, étudie un nouvel homme riche ou quelqu'un qui a hérité d'une fortune. Le pouvoir de l'argent entre les mains de John D. Rockefeller n'est pas seulement entre de bonnes mains, mais entre des mains qui servent l'humanité en éliminant l'ignorance, en détruisant les maladies contagieuses et en servant de 1000 autres façons dont l'individu moyen n'a même pas connaissance. Mais place la fortune de John D. Rockefeller entre les mains d'un jeune qui n'a pas encore terminé ses études secondaires, et ce sera une autre histoire. J'en dirai plus à ce sujet dans la leçon 14. Si tu as déjà pratiqué l'agriculture, tu comprends qu'il faut certains préparatifs avant de récolter. Tu sais que le grain ne poussera pas dans la forêt, qu'il nécessite du soleil et de la pluie pour croître. De même, tu comprends que l'agriculteur doit labourer la terre et planter correctement le grain. Une fois cela fait, il faut attendre que la nature fasse sa part du travail, elle le fait en temps voulu et sans aide externe. C'est une analogie parfaite qui illustre la méthode par laquelle on peut atteindre son objectif principal. D'abord vient la préparation de la terre pour planter les semences, ce qui représente la foi, l'intelligence infinie et la compréhension du principe de l'autosuggestion. Ensuite, la semence d'un but défini peut être plantée dans le subconscient. Puis vient une période d'attente et de travail pour la réalisation de l'objet de ce but. Pendant cette période, il doit y avoir une foi continue et intensifiée qui sert de soleil et de pluie, sans lesquelles les graines se dessécheraient et mourraient dans la terre. Ensuite vient la réalisation, le temps de la récolte. Et bien sûr, une récolte merveilleuse peut être obtenue. Tout au long de ces leçons, nous avons traité et continuons de traiter 4 facteurs principaux, auxquels je vous demande de vous familiariser. Il s'agit de l'autosuggestion, du subconscient, de la pensée créative et de l'intelligence infinie. Ce sont les 4 chemins que vous devez emprunter dans votre ascension vers la recherche de la connaissance. Notez que vous contrôlez 3 d'entre eux. Convainquez-vous également que la manière dont vous traverserez ces 3 chemins déterminera le temps et le lieu où vous déboucherez sur le 4e, l'intelligence infinie. Vous comprenez ce que cela signifie en termes d'autosuggestion et de subconscient. Assurons-nous également que vous comprenez ce que signifie le terme pensée créative. Il s'agit d'une pensée de nature positive, non destructrice. L'objectif de la leçon 8 sur le contrôle de soi était de vous préparer à comprendre et à appliquer avec succès le principe de la pensée créative. Si vous n'avez pas maîtrisé cette leçon, vous n'êtes pas prêt à utiliser la pensée créative pour atteindre votre objectif principal défini. Rappelez-vous que votre subconscient est le champ ou la terre dans lequel vous semez la graine de votre objectif principal. La pensée créative est l'instrument avec lequel vous maintenez cette terre fertilisée pour faire germer cette graine jusqu'à sa croissance et sa maturité.
Votre subconscient ne fera pas germer la graine de votre objectif principal défini, ni l'intelligence infinie ne traduira ce but en réalité physique, si vous remplissez votre esprit de haine, d'envie, de jalousie, d'égoïsme et de cupidité. Ces pensées destructrices sont les mauvaises herbes qui étoufferont la graine de votre but défini. La pensée créative suppose que vous mainteniez votre esprit dans un état d'attente de la réalisation de votre objectif principal, avec une pleine foi et confiance en son accomplissement en temps voulu et dans l'ordre approprié. Si cette leçon fait ce qu'elle est censée faire, elle vous apportera une compréhension plus complète et plus profonde de la troisième leçon de ce cours sur la confiance en soi, à mesure que vous commencerez à apprendre comment planter la graine de vos désirs dans le sol fertile de votre subconscient et comment nourrir cette graine jusqu'à ce qu'elle germe en vie et en action. Alors vous aurez des raisons de croire en vous-même, et une fois que vous aurez atteint ce point dans le processus de votre évolution, vous aurez suffisamment grandi à partir de la source réelle d'où vous tirez votre pouvoir pour rendre pleinement hommage à l'intelligence infinie. L'autosuggestion est une arme puissante qui peut vous élever au sommet des grands accomplissements lorsqu'elle est utilisée de manière constructive. Cependant, si elle est utilisée négativement, elle peut détruire toute possibilité de succès, et si elle est utilisée de manière continue, elle sera nuisible à la santé. Une comparaison minutieuse des expériences des principaux médecins et psychiatres a révélé la surprenante donnée que près de 75% des malades souffrent d'hypocondrie, un état mental qui provoque une anxiété inutile concernant sa propre santé. En termes simples, l'hypocondriaque est une personne qui croit souffrir de maladies imaginaires et souvent ces malheureux croient avoir toutes les maladies dont ils ont entendu parler. Les conditions hypocondriaques sont généralement induites par l'auto-intoxication. La personne souffrant de cette condition est non seulement incapable de penser correctement, mais souffre de toutes sortes de pensées destructrices et illusoires. De nombreux malades se voient retirer les amygdales, les dents ou l'appendice alors que leur problème aurait pu être résolu avec un lavage interne et un flacon de citrate de magnésium. L'hypocondrie est le commencement de la folie. Le docteur Henry Rose est l'autorité pour l'exemple suivant sur le pouvoir de l'autosuggestion. Si ma femme meurt, je ne croirai pas en l'existence de Dieu. Sa femme était atteinte de pneumonie et c'est ainsi qu'elle m'a accueilli lorsque je suis arrivé chez elle. Elle m'avait fait appeler car le médecin lui avait dit qu'elle ne pourrait pas se rétablir. Elle avait appelé son mari et ses 2 fils à son chevet pour leur faire ses adieux, puis elle demanda à ce que je sois appelé, moi son ministre. Je trouvai le mari dans la chambre en train de sangloter et les enfants faisant tout ce qu'ils pouvaient pour le réconforter. Lorsque j'entrai dans la chambre, elle respirait avec difficulté, et l'infirmière spécialisée me dit qu'elle était très affaiblie. Je découvris rapidement que la dame m'avait fait appeler pour que je m'occupe de ses 2 enfants lorsqu'elle serait partie. Je lui dis alors qu'elle ne devait pas se rendre, qu'elle n'allait pas mourir, qu'elle avait toujours été une femme forte et en bonne santé et que je ne croyais pas que Dieu voulait qu'elle meure et me laisse ses enfants ou toute autre personne. Je lui parlai sur cette ligne et lui lus le psaume 103, et fis une prière pour la préparer à se purifier avant de passer dans l'éternité. Je lui dis de placer sa foi en Dieu et de mettre son esprit et sa volonté à essayer d'oublier toute pensée tragique. Avant de la quitter, je lui dis que je reviendrais après le service religieux et que j'avais confiance que je la trouverais en bien meilleure forme. C'était le dimanche matin. J'appelai cet après-midi-là et son mari me reçut avec un sourire. Il dit qu'au moment où je suis parti, sa femme les avait appelés, lui et les enfants, dans la chambre et leur avait dit « Le docteur Rose dit que je ne vais pas mourir. Je vais aller mieux et ce sera le cas. » Elle se rétablit, mais qu'est-ce qu'il a réussi? 2 choses. L'autosuggestion induite par la suggestion que je lui avais donnée et la foi qu'elle y a placée. Je suis arrivé juste à temps et sa foi en moi était telle que j'ai pu inspirer la foi en elle-même. C'est cette foi qui a fait pencher la balance et l'a aidé à surmonter la pneumonie. Aucun médicament ne peut guérir la pneumonie, les médecins le reconnaissent. Mais il arrive, comme dans ce cas, que l'esprit fonctionne correctement et change le monde. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a des moments où l'esprit est malade et rend le corps malade. C'est là qu'il faut un esprit plus fort pour le guérir en lui donnant direction et surtout confiance en soi. Cela s'appelle la suggestion. C'est transmettre votre confiance et votre pouvoir à un autre avec une telle force que cet autre croit en vos souhaits et fasse ce que vous désirez. Il n'est pas nécessaire que ce soit de l'hypnose, vous pouvez obtenir des résultats merveilleux avec le patient totalement éveillé et parfaitement rationnel.
Le patient doit croire en vous et vous devez comprendre le fonctionnement de l'esprit humain pour pouvoir répondre aux doutes et aux questions du patient. Chacun de nous peut être un guérisseur de ce type et ainsi aider nos semblables. Il est du devoir de chaque personne de lire certains des meilleurs livres pour découvrir les bienfaits que l'esprit peut apporter non seulement pour guérir les troubles mentaux, mais aussi les maladies physiques. Il est nécessaire de se pencher plus en profondeur sur ce sujet. Je ne dis pas que l'esprit peut guérir tout. Il n'existe pas de preuve fiable que certaines formes de cancer se soient guéries par la pensée ou la foi ou tout autre processus mental. Si on veut guérir le cancer, il faut le traiter dès le début par des moyens chirurgicaux. Il n'y a pas d'autre manière et il serait criminel de suggérer qu'il y en a une. Mais l'esprit peut accomplir beaucoup pour de nombreux types de troubles et de maladies humaines, et nous devrions lui faire plus confiance que nous ne le faisons actuellement. Napoléon, pendant sa campagne en Égypte, lorsqu'il voyait ses soldats mourir de la peste noire, toucha l'un d'eux et enleva un autre pour inspirer les autres à ne pas avoir peur, alors que la terrible maladie semblait se propager autant par le pouvoir de l'imagination que par tout autre moyen. Notez qu'il s'exposa lui-même à la fièvre maligne sans jamais l'attraper, car il maîtrisait sa volonté. Ces géants savaient quelque chose que nous commençons à découvrir lentement, le pouvoir de l'autosuggestion. L'autosuggestion signifie l'influence que nous exerçons sur nous-mêmes en croyant que nous ne pouvons pas contracter une maladie ou être malade. Il y a quelque chose dans le fonctionnement de l'esprit automatique ou subconscient qui lui permet de se hisser au-dessus des germes et des défis sans être effrayé par le danger qu'ils représentent, comme si de rien n'était. La curiosité a tué le chat, dit le vieux adage, elle tuera certainement un homme, ou au contraire, l'aidera à s'élever, tant qu'il l'utilise comme base de la confiance en soi. Il y a des cas authentiques enregistrés de personnes qui sont réellement mortes parce qu'elles imaginaient qu'on les avait tranchées avec un couteau à travers la veine jugulaire, alors qu'en réalité on avait utilisé un morceau de glace et laissé goûter de l'eau pour qu'elles entendent et imaginent que leur sang coulait. On leur avait bandé les yeux avant de commencer l'expérience. Aussi bien que vous puissiez être en forme lorsque vous partez travailler le matin, si toutes les personnes que vous rencontrez vous disent à quel point vous avez l'air mal et que vous devriez voir un médecin, vous commencerez à vous sentir mal. Si cela persiste quelques heures, vous rentrerez chez vous l'après-midi aussi fatigué qu'une serpillière et prêt pour une visite médicale. Tel est le pouvoir de l'imagination ou de l'autosuggestion. Si vous permettez à votre imagination d'anticiper le pire, vous vous effondrerez. Les jeunes étudiants en médecine ne manquent pas de s'effrayer et de croire qu'ils ont toutes les maladies du calendrier médical à cause des conférences médicales et des discussions en classe sur les diverses maladies. Comme déjà mentionné, l'hypocondrie peut souvent être induite par une intoxication toxique due à l'élimination inadéquate des déchets corporels. Elle peut également être provoquée par une fausse alarme due à un usage inapproprié de l'imagination. En d'autres termes, l'état hypocondriaque peut avoir une base physique réelle ou peut survenir pleinement à la suite d'une imagination débridée. Les médecins s'accordent assez bien sur ce point. Le docteur décrit le cas d'une femme qui avait une tumeur. On l'a mise sur la table d'opération et anesthésiée. À un moment donné, la tumeur disparut et l'opération ne fut pas nécessaire. Mais lorsqu'elle reprit conscience, la tumeur réapparut. Le médecin découvrit alors qu'elle vivait avec un proche qui avait une véritable tumeur, et que son imagination était si vive qu'elle s'était imaginé qu'elle en avait elle-même une. On la remit sur la table d'opération, on l'anesthésia et on l'attacha en deux parties pour que la tumeur ne puisse pas revenir artificiellement. Lorsqu'elle reprit connaissance, on lui dit que l'opération avait été un succès mais qu'il serait nécessaire de garder le bandage pendant plusieurs jours. Elle crut le médecin et lorsque le bandage fut finalement retiré, la tumeur ne réapparut pas. Aucune opération n'avait été réalisée. Elle avait simplement libéré son subconscient de l'idée qu'elle avait une tumeur, et son imagination n'avait plus rien à faire que de se concentrer sur l'idée de la santé. Comme elle n'avait jamais été réellement malade, elle restait bien entendu normale. L'esprit peut guérir des maux imaginaires exactement de la même manière qu'il s'est constitué ces maux, par le biais de l'autosuggestion. Le meilleur moment pour travailler sur une imagination défaillante est la nuit, juste au moment où l'on est prêt à s'endormir, car le subconscient a tous les atouts de son côté lorsque l'esprit conscient ou diurne est sur le point de se reposer. Cela peut sembler impossible, mais je peux prouver facilement le principe par la procédure suivante. Si vous souhaitez vous réveiller demain à 7 heures du matin ou à une heure différente de votre heure habituelle de réveil, dites-vous lorsque vous êtes sur le point de vous endormir,
« Je dois me lever demain à 7 heures, quoi qu'il arrive ». Répétez cela plusieurs fois tout en gravant dans votre esprit le fait que vous devez vous lever à cette heure-là. Confiez cette pensée à votre esprit avec l'absolue confiance que vous vous réveillerez à 7 heures, et lorsque ce moment arrivera, votre subconscient vous réveillera. Ce test a été réalisé avec succès des centaines de fois. Mais rappelez-vous de donner l'ordre avec fermeté. De la même manière, vous pouvez donner tout autre type d'ordre à l'esprit subconscient et il l'exécutera avec la même facilité qu'il vous réveille à une heure précise. Par exemple, chaque nuit avant de vous endormir, donnez l'ordre à votre esprit subconscient de développer la confiance en soi, le courage, l'initiative ou toute autre qualité, et il exécutera vos ordres. Si l'imagination de l'homme peut créer des mots imaginaires et lui envoyer au lit avec ces mots, elle peut également, avec la même facilité, éliminer leur cause. L'homme est une combinaison d'équivalents chimiques dont la valeur est estimée à environ 26 $, à l'exception bien sûr de cet outil extraordinaire appelé l'esprit humain. En somme, l'esprit semble être une machine compliquée, mais en réalité, en ce qui concerne son utilisation, il ne diffère pas du mouvement de base de toutes les autres choses. Il fonctionne automatiquement lorsque nous dormons ou en conjonction avec la volonté lorsque nous sommes éveillés. L'esprit mérite une analyse aussi minutieuse que possible dans cette leçon, car l'esprit est l'énergie avec laquelle tout penser est réalisé. Pour apprendre à penser avec précision, ce qui est le seul objectif de cette leçon, il faut comprendre en profondeur les points suivants. L'esprit peut être dirigé vers des fins créatives et constructives. L'esprit peut également être dirigé vers des fins destructrices. L'esprit a du pouvoir sur chaque cellule du corps et peut faire en sorte que chaque cellule accomplisse parfaitement son travail prévu, ou par négligence ou mauvaise direction, détruise les objectifs fonctionnels normaux de certaines ou de toutes les cellules. Tous les accomplissements de l'homme sont le résultat de la pensée, le rôle de son corps physique étant secondaire, et dans de nombreux cas, sans importance sauf comme lieu d'hébergement pour l'esprit. Les plus grands accomplissements de l'humanité dans le domaine de la science et des arts sont souvent le résultat d'idées conçues dans le cerveau d'un homme, mais transformées en réalité par d'autres hommes grâce à l'utilisation combinée de leurs esprits et de leur corps. Il convient de noter que relativement peu d'hommes peuvent concevoir des idées utiles, tandis que des centaines de millions peuvent développer une idée et lui donner une forme matérielle après l'avoir conçue. Sixièmement, la plupart des pensées conçues dans l'esprit des hommes ne sont pas précises, mais plutôt des opinions ou des jugements spontanés. Lorsqu'Alexandre le Grand soupirait parce qu'il n'avait plus de monde à conquérir, il se trouvait dans un état d'esprit similaire à celui des Alexandres modernes de la science, de l'industrie et de l'invention, dont les pensées ont conquis les airs et les mers, ont exploré pratiquement chaque mille carré de la petite terre sur laquelle nous vivons, et ont arraché à la nature des milliers de secrets qui, il y a quelques générations, auraient été considérés comme des miracles. Dans cette découverte et maîtrise des simples substances physiques, il n'est pas étonnant en effet que nous ayons négligé le plus merveilleux de tous les pouvoirs, à savoir l'esprit humain. Tous les scientifiques ayant étudié l'esprit humain s'accordent à dire que nous n'avons même pas effleuré la surface de l'étude du pouvoir déjà latent dans l'esprit humain, attendant, comme le chêne dormant dans le gland, d'être réveillé et mis en action. Ceux qui se sont exprimés sur le sujet estiment que le prochain grand cycle de découvertes se trouve dans le domaine de l'esprit humain. La nature possible de ces découvertes a été suggérée de diverses manières dans pratiquement toutes les leçons de ce cours, particulièrement dans cette leçon et les suivantes. Si ces suggestions semblent amener l'étudiant de cette philosophie dans des eaux plus profondes que ce à quoi il est habitué, il convient de garder à l'esprit que l'étudiant a le privilège de s'arrêter à toute profondeur souhaitée jusqu'à ce qu'il soit prêt, par la réflexion et l'étude, à aller au-delà. Il est approprié de déclarer franchement que nombre des suggestions transmises à travers ce cours, si elles sont suivies littéralement, conduirait l'étudiant bien au-delà des limites nécessaires et des besoins actuels de ce que l'on appelle ordinairement la philosophie des affaires. En d'autres termes, ce cours explore les processus de fonctionnement de l'esprit humain plus en profondeur que ce qui est nécessaire pour utiliser cette philosophie comme moyen d'atteindre le succès commercial ou financier. Cependant, il est présumé que de nombreux étudiants de ce cours souhaiteront approfondir l'étude du pouvoir de l'esprit au-delà de ce qui est requis pour des réalisations purement matérielles, et l'auteur a eu ses étudiants en tête tout au long de l'organisation et de la rédaction de ce cours. Résumé des principes impliqués dans la pensée exacte, nous avons découvert que le corps de l'homme n'est pas singulier mais pluriel, étant constitué de milliards de cellules vivantes, intelligentes et individuelles,
qui accomplissent un travail défini et organisé de construction, de développement et de maintenance du corps humain. Nous avons découvert que ces cellules sont dirigées dans leurs devoirs respectifs par l'action subconsciente ou automatique de l'esprit, et il est clair que la partie subconsciente de l'esprit peut être en grande partie contrôlée et dirigée par la partie consciente ou volontaire de l'esprit. Nous avons trouvé que toute pensée maintenue dans l'esprit par la répétition tend à diriger le corps physique pour la transformer en réalité, et si elle est transmise correctement à la partie subconsciente de l'esprit par la loi de l'autosuggestion, elle se réalisera à condition de ne pas être déviée ou contrée par un ordre plus fort. Nous avons découvert que le subconscient ne remet pas en question la source des ordres qu'il reçoit ni la solidité de ces ordres, mais qu'il procède à diriger le système musculaire du corps pour exécuter n'importe quel ordre. Cela explique la nécessité de surveiller de près l'environnement dans lequel nous recevons des suggestions et par lequel nous sommes influencés de manière subtile et silencieuse. Nous savons que chaque mouvement du corps humain est contrôlé par une section consciente ou subconsciente de l'esprit, et qu'aucun muscle ne peut bouger avant que l'une de ces deux sections de l'esprit n'ait envoyé un ordre pour le mouvement. En comprenant ce principe, nous pouvons voir l'effet puissant de toute idée ou pensée que nous créons par le biais de la faculté d'imagination, et comment elle commence à se transformer en sa manifestation matérielle. Avec cela, nous avons une connaissance pratique du travail de la loi de la concentration, qui sera traitée dans la prochaine leçon. Lorsque nous comprenons cette relation de travail entre l'imagination, l'esprit conscient et la section subconsciente de l'esprit, nous pouvons voir que le premier pas pour atteindre tout objectif principal défini est de créer une image précise de ce que l'on désire. Cette image est alors placée dans l'esprit conscient par la loi de la concentration, et y est maintenue jusqu'à ce que la section subconsciente de l'esprit la saisisse et la traduise en sa forme finale et désirée. Ce principe est clairement établi, de même que la valeur d'adopter un objectif principal. Cette leçon sur la pensée exacte ne décrit pas seulement le véritable but d'un objectif principal défini, mais explique en termes simples les principes par lesquels nous pouvons le réaliser. D'abord, nous créons l'objectif vers lequel nous nous efforçons par la faculté imaginative de l'esprit. Ensuite, nous transférons une ébauche de cet objectif par écrit en rédigeant une déclaration concrète, visant un objectif principal par la référence quotidienne à cette déclaration écrite. L'idée ou la chose désirée est prise par l'esprit conscient et transmise à l'esprit subconscient, qui, à son tour, dirige les énergies du corps pour transformer le désir en une réalité matérielle. Un désir fort et enraciné est le point de départ de tout accomplissement. Tout comme l'électron est l'unité ultime de matière discernable pour le scientifique, le désir est la semence de tout accomplissement. Un objectif principal défini n'est rien d'autre qu'un autre nom pour le désir. Il n'aurait pas de sens s'il n'est pas clair vers où il se dirige et si l'on n'est pas sûr de son but. Beaucoup de personnes désirent de nombreuses choses, mais elles n'atteignent que des caprices. Les hommes qui ont consacré des années de recherche à ce sujet croient que toute l'énergie et la matière dans l'univers répondent et sont contrôlées par la loi d'attraction, qui fait que les éléments et les forces de nature similaires se rassemblent autour de certains centres d'attraction. C'est à travers l'opération de cette même loi universelle que le désir constant attire l'équivalent physique ou la contrepartie de la chose désirée ou les moyens pour la concrétiser. Grâce à l'étude de la gestion et de l'autosuggestion à travers cette et d'autres leçons du cours de la loi du succès, l'étudiant a appris que les impressions sensorielles qui émergent de l'environnement ou des déclarations ou actions des autres sont appelées suggestions, tandis que les impressions sensorielles que nous plaçons dans notre propre esprit sont appelées autosuggestions. Toutes les suggestions provenant de l'environnement ne nous influencent que lorsque nous les avons acceptées et communiquées au subconscient par le principe de l'autosuggestion. Ainsi, la suggestion devient et doit devenir autosuggestion avant d'influencer l'esprit de celui qui la reçoit. En d'autres termes, personne ne peut influencer quelqu'un d'autre sans le consentement de la personne influencée. L'esprit conscient veille pendant les heures de veille comme un sentinelle, gardant le subconscient et rejetant toutes les suggestions qui tentent d'y accéder depuis l'extérieur, jusqu'à ce qu'elles aient été examinées par l'esprit conscient, transmises et acceptées. C'est ainsi que la nature protège l'être humain contre les intrus qui cherchent à nous contrôler de manière autoritaire pour des fins négatives. La valeur de l'autosuggestion pour atteindre l'objectif principal défini. L'un des plus grands usages auxquels peut être destiné le pouvoir de l'autosuggestion est de contribuer à atteindre l'objectif principal de la vie. La procédure pour y parvenir, comme nous l'avons déjà vu, est très simple.
rédige une déclaration claire et concise de ce que tu proposes d'accomplir et du délai pour y parvenir. Fais au moins 2 copies de ta déclaration, une à placer à un endroit où tu pourras la lire plusieurs fois par jour pendant que tu travailles, et l'autre dans la chambre où tu dors, afin qu'elle puisse être lue plusieurs fois chaque nuit avant de te coucher et juste après ton réveil le matin. L'influence suggestive de cette procédure imprimera bientôt dans ton subconscient l'objet de ton objectif principal défini, et comme par magie, tu commenceras à observer des événements qui te rapprocheront de plus en plus de l'accomplissement de cet objectif. Depuis le jour même où tu prendras une décision précise dans ton propre esprit quant à la position exacte que tu souhaites atteindre dans la vie, tu constateras que des nouvelles importantes et d'autres informations liées à l'objet de ton objectif principal défini commenceront à attirer ton attention. Tu observeras également que des opportunités commenceront à se présenter, et si tu les saisis, elles te rapprocheront de plus en plus de l'objectif désiré. À la génération actuelle, il peut te sembler qu'il n'y a plus de monde à conquérir dans le domaine de l'invention mécanique, mais tout penseur reconnaîtra que nous entrons dans une nouvelle ère de révolution, d'expérimentation et d'analyse concernant les pouvoirs de l'esprit humain. Par conséquent, certains ont éliminé les mots « impossible » et « limite » de leur vocabulaire, croyant que l'homme peut accomplir tout ce qu'il peut imaginer et croire qu'il peut faire. Nous avons appris avec certitude que l'univers est composé de 2 substances, la matière et l'énergie. Toute chose matérielle que l'homme a créée a commencé sous forme d'énergie, à travers la semence d'une idée qui a été libérée par la faculté imaginative de l'esprit humain. En d'autres termes, le principe de toute chose matérielle est l'énergie, et son aboutissement est également l'énergie. Toute matière obéit à un type ou à une autre forme d'énergie. La forme la plus élevée d'énergie connue est celle qui fonctionne comme l'esprit humain. L'esprit humain est donc la seule force motrice de tout ce que l'homme crée et avec ce qu'il peut créer. De nos jours, cette force fera paraître ses réalisations passées comme insignifiantes. Nous savons que toute idée, objectif ou but fixé dans l'esprit est maintenu avec la volonté de réaliser ou d'atteindre son équivalent matériel, mais en mouvement des pouvoirs qu'aucun être ou chose ne peut arrêter. Baxton a dit « Plus je vis, plus je suis convaincu que la grande différence entre les hommes, entre les faibles et les puissants, est l'énergie mise dans un but fixe, laquelle fera que vous accomplirez tout ce que vous entreprenez. » Donald G. Mitchell a bien exprimé cela en disant « La détermination est ce qui fait qu'un homme se manifeste, non pas les déterminations insignifiantes ni les buts fermés, mais cette volonté forte et inflexible qui écrase les difficultés et les dangers comme un enfant foule les terres gelées de l'hiver, illuminant son regard et son esprit avec impulsion fière vers l'inaccessible. La volonté transforme les hommes en géants. » John Foster enrichit ce témoignage en disant « Il est merveilleux de voir comment même les qualités de la vie semblent s'incliner devant un esprit qui ne s'incline pas devant elles. Quand on reconnaît un esprit ferme et déterminé, il est curieux de voir comment l'univers se dégage autour de l'homme et lui laisse espace et liberté. » Abraham Lincoln a dit du général Grant « Ce qui est remarquable chez Grant, c'est sa persistance dans le but. Il ne s'excite pas facilement et à la prise d'un taureau quand il saisit quelque chose. Rien ne peut le faire vaciller. » Il semble approprié de dire ici qu'un fort désir, pour être transformé en réalité, doit être soutenu par la persistance jusqu'à ce qu'il soit absorbé par le subconscient. Il ne suffit pas de ressentir le désir d'atteindre un objectif principal défini pendant quelques heures ou quelques jours, puis d'oublier ce désir. Celui-ci doit être ancré dans l'esprit et maintenu avec une continuité qui ne connaît pas la défaite jusqu'à ce que l'esprit automatique ou subconscient prenne le relais. La persistance peut être comparée à la goutte d'eau qui finit par user la pierre la plus dure. Lorsque le chapitre final de votre vie sera complété, vous découvrirez que votre persistance, ou le manque de cette excellente qualité, a joué un rôle important dans votre succès ou votre échec. Cet auteur a été témoin du combat entre Tunia et Dancy à Chicago et a également étudié la psychologie qui a précédé et entouré leur précédent combat. 2 choses ont aidé Tunia à vaincre Dancy à chaque fois, bien que Dancy fût le plus fort des 2 hommes, et comme beaucoup le croyaient, le meilleur combattant. Ces 2 éléments, qui ont signifié la perte de Dancy, étaient d'abord son propre manque de confiance en lui, la peur que Tunia puisse le vaincre ainsi que la honte qui en résulterait, et en second lieu, la confiance en soi totale de Tunia et sa croyance qu'il battrait Dancy. Tunia est monté sur le ring avec la tête haute et une atmosphère de confiance en lui, tandis que Dancy est entré avec un saut incertain, regardant Tunia d'une manière qui semblait demander
Que me feras-tu? Dancy avait déjà été vaincu dans son esprit avant même d'entrer sur le ring. Ainsi, que ce soit dans le domaine le plus bas et brutal des combats pour des prix ou dans la profession la plus élevée et louable, le succès revient à celui qui sait utiliser son pouvoir de pensée. Tout au long de ce cours, il a été fortement souligné l'importance de l'environnement et des habitudes, à partir desquelles émergent les stimuli qui mettent en mouvement les rouages de l'esprit humain. Heureux celui qui a trouvé comment éveiller ou stimuler son esprit pour que les pouvoirs de cet esprit fonctionnent de manière constructive. Cela est possible lorsque nous sommes guidés par un désir fort et enraciné au plus profond de nous-mêmes. La pensée exacte et infaillible est celle qui utilise intelligemment toutes les facultés de l'esprit humain et ne se limite pas à examiner, classifier et ordonner les idées. La pensée exacte crée des idées et peut transformer ces idées en leur forme la plus bénéfique et constructive. L'étudiant sera peut-être mieux préparé à analyser un sentiment de scepticisme vis-à-vis des principes exposés dans cette leçon en tenant compte du fait que les conclusions ne sont pas uniquement celles de l'auteur. J'ai eu une collaboration étroite avec les principaux chercheurs dans le domaine des phénomènes mentaux, et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont celles de nombreux esprits différents. Dans la leçon sur la concentration, vous recevrez encore plus d'instructions sur la méthode d'application du principe de l'autosuggestion. Tout au long du cours, le principe du développement graduel a été suivi, qui est le plus proche possible du principe de l'évolution. La première leçon a posé les bases pour la deuxième, et la deuxième a préparé le terrain pour la troisième, et ainsi de suite. J'ai essayé de construire ce cours comme la nature construit l'homme, à travers une série d'étapes qui élèvent l'étudiant d'un échelon à un autre et le rapproche du sommet de la pyramide que représente le cours dans son ensemble. Le but de cette structure vous sera évident dès que vous aurez maîtrisé le cours, car elle vous ouvrira une source de connaissances qui ne peut pas être transmise d'un homme à un autre, mais qui est atteignable seulement en éduquant, en extrayant et en élargissant depuis l'intérieur de l'esprit lui-même. La raison pour laquelle cette connaissance ne peut être transmise d'un à un autre est la même que celle qui rend impossible pour une personne de décrire les couleurs à un aveugle qui n'a jamais vu les couleurs. La connaissance dont je parle ne m'est devenue évidente qu'après avoir suivi diligemment et fidèlement les instructions que j'ai établies dans ce cours pour votre orientation et éclaircissement. Par conséquent, je parle avec expérience lorsque je dis qu'il n'existe pas d'illustration similaire ou de mots pour décrire adéquatement cette connaissance. Elle ne peut être transmise que de l'intérieur. Avec cette vague allusion à la récompense qui attend tous ceux qui cherchent sérieusement le passage caché de la connaissance auquel je fais référence, nous parlerons maintenant de cette phase de la pensée exacte qui vous conduira aussi haut que vous pouvez aller. Les pensées sont des choses, et il est croyance de nombreux que chaque pensée accomplie initie une vibration interminable avec laquelle celui qui l'a libérée devra lutter à un moment ultérieur. On dit donc que l'homme n'est que le reflet physique de la pensée qui a été mise en mouvement par l'intelligence infinie, et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, pleine de grâce et de vérité. La seule espérance offerte à l'humanité dans toute la Bible est celle d'une récompense qui ne peut être atteinte d'aucune autre manière que par la pensée constructive. C'est une affirmation surprenante, mais si vous êtes un étudiant et un interprète élémentaire de la Bible, vous comprendrez qu'il s'agit d'une affirmation vraie. Si la Bible est claire en un point au-dessus de tout le reste, c'est en ce sens que la pensée est le principe de toutes les choses de nature matérielle. Au début de chaque leçon de ce cours, vous observerez ce slogan. Vous pouvez le faire si vous croyez que vous pouvez. Cette phrase repose sur une grande vérité qui est pratiquement le principe principal de tout l'enseignement biblique. Observez l'accent mis sur le mot « croire ». Derrière ce mot se trouve le pouvoir avec lequel vous pouvez donner vie aux suggestions que vous passez à votre esprit subconscient par le principe de l'autosuggestion, avec l'aide de la loi de la pensée créatrice. Ne perdez pas ce point, vous ne pouvez pas vous permettre de le manquer, car c'est le principe, le moyen et la source de tout le pouvoir que vous aurez. Toute pensée est créative. Cependant, toutes les pensées ne sont pas constructives ou positives. Si vous avez des pensées de misère et de pauvreté et que vous ne voyez pas comment éviter ces conditions, alors vos pensées créeront ces mêmes conditions et vous condamneront à les vivre. Mais inversez l'ordre et formulez des pensées de nature positive, et vos pensées créeront ces conditions. La pensée magnétise toute votre personnalité et attire vers vous les choses externes et physiques qui s'harmonisent avec la nature de vos pensées.
Je répète cela constamment car presque tous les débutants dans l'étude de l'opération de l'esprit négligent l'importance de cette vérité fondamentale et éternelle. Lorsque vous plantez un objectif principal défini dans votre subconscient, vous devez le fertiliser avec la pleine croyance que l'intelligence infinie interviendra et mûrira cet objectif en réalité, conformément exactement à la nature de cet objectif. Toute autre croyance vous apportera déception. Lorsque vous suggérez un objectif principal qui incarne un désir défini dans votre esprit subconscient, vous devez l'accompagner de foi en la réalisation finale de cet objectif pour pouvoir vous voir réellement en possession de cet objet. Conduisez-vous de la manière exacte que vous adopteriez si vous étiez déjà en possession de l'objet de votre objectif défini. Dès que vous le suggérez à votre subconscient, ne vous interrogez pas, ne vous demandez pas si les principes de l'autosuggestion fonctionneront. Ne doutez pas, croyez. On ne sait jamais ce que fera une pensée pour vous apporter haine ou amour, car les pensées sont des choses, et leurs ailes sont plus rapides qu'une colombe, elles suivent la loi de l'univers. Chaque pensée crée sa propre catégorie et se précipite sur la piste pour vous ramener ce qui est sorti de votre esprit. Les pensées sont des choses. C'est une grande vérité que, lorsque vous la comprendrez, vous vous rapprocherez de la porte de ce passage secret vers la connaissance. Lorsque vous comprendrez cette vérité fondamentale, vous trouverez bientôt cette porte et l'ouvrirez. Le pouvoir de penser comme vous voulez penser est le seul pouvoir sur lequel vous avez un contrôle absolu. S'il vous plaît, écoutez et étudiez la phrase précédente jusqu'à ce que vous compreniez sa signification. Si vous pouvez contrôler vos pensées, la responsabilité vous incombe quant à savoir si vos pensées seront positives ou négatives. Cela me rappelle un des poèmes les plus célèbres du monde. De la nuit qui me couvre, noire comme la fosse de pôle à pôle. Je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme inconquistable. Dans les chutes des circonstances, je n'ai pas fait de geste de douleur ni pleuré à haute voix. Sous les pieds du hasard, ma tête est ensanglantée, mais elle n'est pas brisée. Au-delà de ce lieu de colère et de larmes, il n'y a que l'horreur de l'ombre. Et pourtant, la menace des années me trouve et me trouvera sans peur. Peu importe combien la porte est étroite, combien le rouleau est chargé de témoins. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Henri n'a pas écrit ce poème avant d'avoir découvert la porte de ce passage secret que j'ai mentionné. Vous êtes le maître de votre destin et le capitaine de votre âme parce que vous contrôlez vos propres pensées, et avec leur aide, vous pouvez créer tout ce que vous désirez. Alors que nous approchons de la fin de cette leçon, tirons le rideau qui pend sur la porte appelée la mort et jetons un coup d'œil au grand au-delà. Contemple un monde peuplé d'êtres qui fonctionnent sans l'aide de corps physique. Regarde attentivement, et que ce soit pour le bien ou pour le mal, observe ce que tu vois. Un monde peuplé d'êtres de ta propre création qui correspondent exactement à la nature de tes propres pensées, telles que tu les as exprimées avant la mort. Là se trouvent les enfants de ton propre cœur et de ton esprit, façonnés à l'image de tes propres pensées. Ceux qui sont nés de tes vices et de ta haine envers tes semblables ne seront pas des voisins très désirables, mais tu devras vivre avec eux, car ce sont tes enfants et tu ne peux les chasser. Il te serait en effet bien malheureux de ne pas trouver parmi eux des enfants nés de l'amour, de la justice, de la vérité et de la bonté envers les autres. À la lumière de cette suggestion allégorique, le sujet de la pensée exacte prend un aspect nouveau et beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? S'il existe la possibilité que chaque pensée que tu libères au cours de cette vie prenne la forme d'un être vivant pour te saluer après la mort, alors tu n'as besoin d'aucune autre raison pour surveiller toutes tes pensées avec plus de soin que celui que tu aurais pour la nourriture que tu donnes à ton corps. Je fais référence à ces suggestions comme étant allégoriques pour la raison que tu ne les comprendras pleinement qu'après avoir franchi la porte de ce passage secret vers la connaissance que j'ai mentionné. Me demander comment je sais ces choses avant que tu aies passé cette porte serait aussi inutile que de demander à un homme qui n'a jamais vu de ses yeux comment est la couleur rouge. Je ne t'incite pas à accepter ce point de vue, je ne discute même pas de sa solidité. Je me limite à accomplir mon devoir en te donnant la suggestion. Tu dois la suivre jusqu'à un point où tu pourras l'accepter ou la rejeter à ta manière et de ton propre gré. Le terme pensée exacte, tel qu'il est utilisé dans cette leçon, se réfère à la pensée qui est de ta propre création. La pensée qui te vient des autres, que ce soit par suggestion ou par déclaration directe, n'est pas une pensée exacte dans le sens et le but de cette leçon.
Bien que cela puisse être une pensée basée sur des faits, je t'ai déjà conduit au sommet de la pyramide de cette leçon sur la pensée précise. Je ne peux pas t'emmener plus loin, cependant tu n'as pas encore parcouru toute la distance, tu viens seulement de commencer. À partir de ce point, tu dois être ton propre guide. Mais si tu n'as pas perdu tout à fait la grande vérité sur laquelle cette leçon est fondée, tu n'auras pas de difficulté à trouver ton propre chemin. Cependant, permets-moi de te mettre en garde. Ne te décourage pas si la vérité fondamentale de cette leçon ne te parvient pas dès la première écoute. Il est possible que tu aies besoin de semaines, voire de mois de méditation pour comprendre pleinement cette vérité. Mais cela vaut la peine de travailler pour elle. Les principes exposés au début de cette leçon sont faciles à comprendre et à accepter, car ils sont de nature plus élémentaire. Cependant, en commençant à suivre la chaîne de pensée vers la fin de la leçon, tu pourrais te retrouver face à des eaux trop profondes pour toi. Il est possible d'apporter une dernière lueur de lumière sur le sujet en te rappelant que le son de chaque voix, chaque note musicale et tout autre son émis au moment où tu écoutes ces lignes flottent à travers l'éther juste où tu te trouves. Pour écouter ces sons, tu as seulement besoin de l'aide d'un équipement radio moderne. Sans cet équipement comme supplément à ton propre sens de l'ouïe, tu serais incapable d'entendre ces sons. Si la même affirmation avait été faite il y a 20 ans, tu aurais cru que celui qui l'a formulée était fou ou stupide. Mais maintenant, tu acceptes cette affirmation sans rechigner, car tu sais qu'elle est vraie. La pensée est une forme d'énergie beaucoup plus élevée et parfaitement organisée que le simple son. Par conséquent, il n'est pas déraisonnable de supposer que chaque pensée libérée maintenant et chaque pensée libérée autrefois se trouve également dans l'éther et peut être interprétée par ceux qui disposent de l'équipement nécessaire pour le faire. Et quel type d'équipement est nécessaire? Cela sera répondu lorsque tu auras franchi la porte menant au passage secret de la connaissance. On ne peut y répondre avant, on ne peut atteindre le passage qu'à travers ses propres pensées. C'est l'une des raisons pour lesquelles tous les grands philosophes du passé ont exhorté l'homme à se connaître lui-même. La phrase « Connais-toi toi-même » a été le cri préféré des âges. La vie du Christ fut une promesse ininterrompue d'espoir et de possibilités basée entièrement sur la connaissance que peuvent découvrir tous ceux qui cherchent à l'intérieur de leur propre être. L'un des mystères incontestables de l'œuvre de Dieu est le fait que cette grande découverte est toujours une autodécouverte. La vérité que l'homme cherche éternellement est enveloppée dans son propre être. Par conséquent, il est futile de chercher loin dans le désert de la vie ou dans les cœurs des autres pour la trouver. Cela ne te rapproche pas de ce que tu cherches mais t'en éloigne, et il se peut même qu'à la fin de cette leçon, tu sois plus près de la porte menant au passage secret de la connaissance. Avec la maîtrise de cette leçon, tu arriveras à une compréhension plus complète du principe mentionné dans la leçon introductive, à savoir la mastermind, mentalité de groupe. Tu comprends sûrement maintenant la raison de l'alliance amicale et coopérative entre deux personnes ou plus. Cette alliance élève les esprits des participants et leur permet de connecter leur pouvoir de pensée avec l'intelligence infinie. À ce stade, tu devrais comprendre pourquoi certains hommes ont atteint de grands sommets de pouvoir et de fortune tandis que d'autres autour d'eux sont restés dans la pauvreté et le besoin. Si tu ne comprends pas encore la cause de cela, tu le comprendras lorsque tu maîtriseras les leçons restantes de ce cours. Ne te décourage pas si la compréhension complète de ces principes ne se produit pas après la première écoute de cette leçon. C'est la seule leçon de tout le cours qui ne peut être assimilée complètement par le participant après une seule écoute. Ce n'est qu'avec la pensée, la réflexion et la méditation que tu pourras découvrir les trésors riches qui t'attendent. Pour cette raison, il est conseillé d'écouter cette leçon au moins 4 fois avec des intervalles d'1 semaine. Il est également recommandé d'écouter à nouveau la leçon introductive pour comprendre plus précisément et de manière définitive la loi de la mastermind et sa relation avec la pensée exacte. La mastermind est le principe par lequel tu peux devenir un penseur infaillible. Après la classe avec l'auteur, n'oublie pas de faire une visite pour apprendre les grandes leçons de succès qui peuvent être tirées des revers. La providence omnisciente a disposé les affaires de l'humanité de manière à ce que chaque personne arrivant à l'âge de raison doit porter la croix de l'échec, d'une manière ou d'une autre. La plus lourde et cruelle de toutes les croix est sans doute la pauvreté. Des centaines de millions de personnes vivant aujourd'hui sur cette terre sont contraintes de lutter sous le poids de cette croix pour pouvoir satisfaire les 3 besoins essentiels de la vie. Un endroit où dormir, quelque chose à manger et des vêtements à porter.
Porteur la croix de la pauvreté n'est pas une plaisanterie, mais il semble significatif que les hommes et les femmes les plus grands et les plus réussis qui ont existé ont trouvé nécessaire de porter cette croix avant de le devenir. L'échec est accepté comme une malédiction, mais peu de gens comprennent que c'est une malédiction seulement lorsqu'on l'accepte comme telle. Peu nombreux sont ceux qui apprennent la vérité que l'échec est rarement permanent. Révise tes propres expériences au fil des années, et tu verras que tes échecs se sont généralement révélés être des bénédictions déguisées. L'échec enseigne aux hommes des leçons qu'ils n'apprendraient jamais sans lui, il enseigne également dans un langage universel. Parmi les grandes leçons que l'échec enseigne, il y a celle de l'humilité. Aucun homme ne peut atteindre la grandeur sans se sentir humble et insignifiant lorsqu'il se compare au monde qui l'entoure, aux étoiles qui le surplombent et à l'harmonie avec laquelle la nature accomplit son travail. Pour chaque fils d'un homme riche qui devient un travailleur utile et constructif au service de l'humanité, il y a 99 autres qui rendent un service utile en sortant de la pauvreté et de la misère. Cela semble plus qu'une simple coïncidence. La plupart des personnes qui se croient des échecs ne le sont pas du tout. Elles ne sont que temporairement défaites. Si tu te plains de toi-même et que tu te sens un échec, pense à la façon dont tu te sentirais si tu devais échanger ta place avec ceux qui ont de véritables raisons de se plaindre. Au moment où cet essai est écrit, la nouvelle d'une belle fille née d'une jeune fille célibataire est envoyée dans un orphelinat où elle sera élevée mécaniquement, sans jamais connaître l'amour d'une mère, parvient. Cette malheureuse enfant devra supporter le poids de l'erreur d'une autre personne qui ne pourra jamais être réparée. Quelle chances too? Peu importe quels sont tes échecs imaginaires, tu n'es pas cet enfant. Si tu as un corps fort et un esprit sain, tu as beaucoup pour lequel tu devrais être reconnaissant. Des millions de personnes autour de toi ne possèdent pas ces bénédictions. Une analyse minutieuse de 100 hommes et femmes que le monde a acceptés comme grands montre qu'ils ont dû traverser des difficultés, des défaites temporaires et des échecs que tu n'as probablement jamais connus ni ne connaîtras. Woodrow Wilson est mort trop tôt, victime de calomnies cruelles et de déceptions, croyant sans doute qu'il était un échec. Le temps, le grand faiseur de miracles qui corrige tous les maux et transforme les échecs en succès, placera le nom de Woodrow Wilson au sommet de la liste des véritables grands. Lincoln est mort sans savoir que son échec a jeté les bases de la plus grande nation de cette terre. Colomb est mort en prison sans jamais savoir que son échec a signifié la découverte de la grande nation que Lincoln et Wilson ont aidé à préserver. N'utilise pas le mot échec à la légère. Souviens-toi que porter une lourde croix temporairement n'est pas un échec si tu as la véritable semence du succès en toi. Un peu d'adversité et de défaite temporaire ne feront que nourrir cette semence et la faire germer jusqu'à maturité. Lorsque l'intelligence divine souhaite qu'un grand homme ou une grande femme rende un service nécessaire dans le monde, le chanceux doit passer par des épreuves. Si tu traverses ce que tu considères comme un échec, aie patience. Il se peut que tu sois en train de vivre ton moment de test. Aucun dirigeant capable ne sélectionnerait comme ses lieutenants ceux dont il n'aurait pas testé la fiabilité, la loyauté, la persévérance et d'autres qualités essentielles. La responsabilité et tout ce qu'elle implique en termes de rémunération gravitent toujours autour de la personne qui ne considère pas la défaite temporaire comme un échec permanent. L'épreuve d'un homme est la lutte qu'il mène, le courage qu'il montre chaque jour, la manière dont il reste debout et affronte les nombreux coups du destin. Un lâche peut sourire lorsqu'il n'y a rien à craindre, lorsque rien ne freine son progrès. Mais il faut un homme pour se relever et encourager lorsque son camarade échoue. Ce n'est pas la victoire en soi, mais la lutte qui révèle un frère. L'homme qui, poussé contre le mur, reste droit et reçoit les coups du destin la tête haute, saignant, meurtri et pâle, est l'homme qui triomphera à l'avenir, car il ne craint pas l'échec. Ce sont les coups que tu reçois et les secousses que ton courage supporte, les heures de douleur et de regret vains, le prix qui échappe à tes mains, qui mettent à l'épreuve ton tempérament et testent ton courage. Ce ne sont pas les coups que tu donnes, mais les coups que tu reçois sur la bonne terre qui déterminent si ce que tu mérites te revient. L'échec nous place souvent dans une position où un effort inhabituel est nécessaire. Beaucoup d'hommes ont goûté au goût amer de la défaite et se sont rendus, mais d'autres ont connu la victoire en combattant le dos au mur, sans espace pour reculer. César avait depuis longtemps souhaité conquérir les Britanniques, il navigua tranquillement avec ses navires chargés de soldats jusqu'à l'île britannique, débarqua ses troupes et ses provisions, puis donna l'ordre de brûler tous les navires. Appelant ses soldats, il dit «
Il s'agit maintenant de gagner ou de perdre, nous n'avons pas le choix. Les hommes gagnent généralement lorsqu'ils décident de le faire. Brûle tes ponts derrière toi et observe à quel point tu travailles bien lorsque tu sais que tu n'as aucune échappatoire et rien à perdre. Un conducteur de tramway obtint une licence tout en essayant un poste dans une grande entreprise commerciale. Si je n'ai pas de succès dans mon nouveau poste, commenta-t-il à un ami, je pourrai toujours revenir à mon ancien travail. À la fin du mois, il était de retour, totalement guéri de toute ambition autre que de travailler dans un tramway. S'il avait démissionné au lieu de demander des vacances, il aurait pu véritablement mériter son nouveau poste. Le mouvement du Club des 13, qui s'étend maintenant à travers tout le pays, est né à la suite d'une déception frappante éprouvée par son fondateur. Cette secousse fut suffisante pour ouvrir l'esprit à une vision plus large et plus compréhensive des besoins de l'époque, et cette découverte conduisit à la création de l'une des influences les plus marquantes de cette génération. Les 15 lois du succès sur lesquelles ce cours est basé sont issues de 20 années de pénurie et d'échecs comme ceux qu'une personne ne rencontre que rarement dans toute sa vie. Ceux qui ont suivi la série de leçons depuis le début auront sûrement perçu entre les lignes et derrière celle-ci une histoire de lutte nécessitant une autodiscipline et une autodécouverte comme on n'en aurait jamais connu sans ces difficultés. Étudie le chemin de la vie et tu verras que tous ceux qui empruntent ce chemin portent une croix. Souviens-toi, en faisant l'inventaire de tes propres charges, que les dons les plus précieux de la nature vont à ceux qui affrontent l'échec sans se plaindre et avec courage. Les chemins de la nature ne sont pas faciles à comprendre. S'ils l'étaient, personne ne pourrait être éprouvé pour une grande responsabilité. Lorsque la nature veut faire un homme, elle le secoue et l'éveille. Lorsqu'elle veut faire un homme pour accomplir la volonté du futur, elle s'efforce avec toute sa compétence et désire avec toute son âme de créer quelque chose de grand et de complet. Avec quelle astuce elle le prépare, comment elle l'encourage et ne lui pardonne rien, comment elle l'encourage et l'agite, et dans la pauvreté elle le génère, comment elle le déçoit souvent avec quelle sagesse elle le cache sans se soucier de ce qui lui arrive. Bien que son génie pleure à cause du mépris et que son orgueil ne puisse oublier, il lui fait lutter encore plus, il lui fait ressentir la solitude pour que seuls les grands messages de Dieu lui parviennent, pour lui enseigner ce que la Providence a prévu, même s'il ne comprend pas. Elle lui donne des passions pour commander avec un immense ardent, elle l'agite lorsqu'elle le préfère émotionnellement. Voici la crise, le cri qui doit appeler le leader lorsque le peuple a besoin de salut, il vient alors pour diriger la nation. Alors, la nature révèle son plan. Pour le monde, il n'y a pas de véritable échec. Ce qui semble un échec n'est souvent qu'une défaite temporaire. Assure-toi de ne pas l'accepter comme permanent.